Bonjour à tous, vous avez raison d'être fidèles aux grandes questions du sport. On va s'intéresser aujourd'hui au sport féminin. Ce sport féminin est-il suffisamment exposé? J'ai déjà la réponse, vous me direz. Mais on va en parler ensemble avec nos invités. Je vais vous présenter tout d'abord Delphine Réau, double médaillée olympique de tir. Merci d'être avec nous, Delphine. Également avec nous Béatrice Barbus, j'allais dire habituée de cette émission, en tout cas j'ai eu le plaisir de vous recevoir, vice-présidente déléguée de la Fédération française de handball avec un grand parcours auparavant. Philippe Baudillon, Philippe bonjour, président du Racing Club de France. On va parler justement de ce sport féminin qui évolue et qui gagne de plus en plus de place à la fois dans les instances dirigeantes mais aussi sur le terrain. Et puis avec beaucoup de bonheur, nous accueillons également Florence Masnada. Alors Florence, quand on habite en Savoie, oui, on a du mal à quitter sa Savoie. Donc on vous prend avec grand plaisir en duplex. Merci d'être avec nous Florence. Je vais quand même rappeler que vous avez été doublement médaillée olympique en ski alpin. Vous avez contribué à la grandeur du ski alpin français. Et on est ravis de vous retrouver Florence pour parler de ce sport féminin. On va commencer d'une manière très classique. Sur une chaîne qui est un peu le contre-exemple, il faut le dire, hein, puisque dans le cahier des charges de notre chaîne, Sport en France, 50% d'antenne est consacrée au sport féminin et 50% au sport masculin. C'est un contre-exemple. Pourquoi ? Bien parce que, j'allais dire évidemment, on en est tous conscients, dans les médias, eh bien, le sport féminin est sous-représenté. Alors on va quand même avoir une petite approche positive en disant qu'en 2012, il y avait 7% de sport féminin sur l'ensemble du sport diffusé dans les chaînes de télévision. Ce score a doublé entre 2012 et 2014 pour atteindre 14%. Et en 2016, on a dépassé les 16%. Donc, on va dire que ça progresse. Mais si on est entre 16 et 20% aujourd'hui, on ne peut pas non plus crier un grand cocorico. Je vais vous donner encore un tout petit peu de chiffres pour vous faire réagir ensuite. C'est le tennis qui a le plus de retransmissions. C'est sans doute dû à Roland-Garros, puisqu'il y a une grosse retransmission des deux tournois. Le football a fait une grosse percée ces dernières années, on l'a vu. Alors le tennis, c'est plus de 1000 heures par an. Le football, c'est 443 heures. Le ski, Florence, 360 heures. Et le biathlon, devenu très à la mode récemment, 268 heures. Et je rappelle que sur Sport en France, je viens de le dire, la répartition est de 50%. Alors, Béatrice, on va se poser la question toute bête. Pourquoi les chaînes traînent tant à aller vers cette parité qu'on souhaite dans tous les domaines entre hommes et femmes dans notre pays, dans notre société? Pourquoi les chaînes traînent tant? Est-ce de la mauvaise volonté? Est-ce la pauvreté de l'offre? Est-ce un mix des deux? Alors, c'est certainement pas la pauvreté de l'offre, puisqu'il y a autant de compétitions féminines que masculines. Donc, si on sera amené à dire qu'il y a une pauvreté du côté des compétitions féminines, alors il y a une pauvreté aussi des compétitions masculines. Donc non, c'est pas de ce côté-là qu'il faut chercher la réponse. La réponse, elle est d'abord les causes sont très certainement multiples. Il y a des habitudes, des mauvaises habitudes prises depuis la naissance de la télévision, j'ai envie de vous dire. Donc on ne perd pas des habitudes comme ça si facilement. Il faut des années, des décennies, très certainement, pour qu'on arrive à faire changer ces habitudes-là. Il y a donc derrière ces habitudes, bien sûr, ce qu'on appelle, mais il faut le reconnaître, il faut mettre des noms derrière les faits, du sexisme intériorisé, qui n'est pas forcément, encore une fois, volontaire, qui est la plupart du temps inconscient. Culturel ? Oui, absolument, qui est culturel. Et donc c'est là que le bas blesse. Et donc on a donné. Alors maintenant qu'on est rentré dans ce cercle qui était pas du tout avantageux pour le sport féminin, il est compliqué d'en sortir parce que on a fait prendre des habitudes également aux téléspectateurs et aux téléspectatrices. Et quand votre regard est en effet habitué à regarder une compétition de type masculine, dès que vous êtes mis devant une compétition féminine, forcément vous allez y trouver des points de comparaison qui vont très souvent être au désavantage du sport féminin, qui peut être à son avantage quand on entend « Ah, les filles, elles simulent moins au football » quand il y a eu la Coupe du Monde 2019, elles simulent moins, elles se relèvent vite, elles invectivent moins l'arbitrage, etc. Donc ça, c'était plutôt positif pour le sport féminin, mais on entend exactement des choses différentes, mais qui sont là, au contraire, au désavantage du sport féminin. Ça va moins vite, c'est moins physique, elle tape moins fort, voilà.
Voilà, Alors, donc il y a aussi cet aspect-là qui ressort. Pourquoi ? Parce que notre regard n'est pas habitué. Et là, moi, je l'ai expérimenté sur ma propre personne, puisque pendant 10-15 ans, je n'ai vu que du handball masculin. Et que ça. Je n'ai pas du tout regardé un seul match de handball féminin. Et quand je suis revenue à des affaires, quand je suis rentrée à la fédération, où là, j'ai été quelque part obligée de regarder du handball féminin, parce qu'il y a une équipe de France féminine, forcément, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Franchement, je le dis très sincèrement, mon regard, mon œil était tellement habitué au handball masculin qu'il m'a fallu pratiquement 6 mois à 1 an. Je l'ai mesuré vraiment, dans 6 mois à 1 an, pour que mes yeux s'habituent et que je ne vois plus tant de différence, que je regarde que du handball et que ça me fasse plaisir aussi bien en regardant l'un que l'autre. Alors, c'est un peu peut-être un contre-exemple, parce que autant, on en parlait tout à l'heure sur le football, on peut objectivement se dire que c'est en train d'évoluer, mais que lorsque le football est arrivé à la télévision, le football féminin était peut-être moins spectaculaire que le football masculin. Peut-être ce sport mériterait-il une adaptation, mais personnellement, Dieu sait que j'ai vu des compétitions, le volley féminin, le handball féminin, pour donner 2 exemples, sont bien plus spectaculaires chez les femmes que chez les hommes. Enfin, pour moi, la puissance a pris le pas au handball masculin, ce qui n'a pas été le cas, et en volleyball, pardon, mais en volleyball, les échanges durs, c'est spectaculaire. Enfin, moi, je suis un adepte. Mais le problème, il vient peut-être de là. Je pense qu'il faut qu'on arrête de comparer. Je pense qu'il faut qu'on regarde le spectacle sportif pour ce qu'il est, pour du spectacle sportif, qu'il soit féminin, masculin, valide, non valide, peu importe. Et moi, aujourd'hui, quand je regarde du spectacle sportif, je ne le regarde pour le spectacle sportif. Je n'essaye pas de comparer avec un autre sport. Je n'essaye pas de comparer avec un autre sexe. Je n'essaye pas de comparer avec valide, non valide. Non, je regarde un spectacle. Qu'est-ce que c'est que le spectaculaire ? C'est quelque chose qui nous émeut, qui nous fait frémir, qui nous fait pleurer, qui nous fait bondir de joie pour ce qu'il est. Et si, bien sûr, on passe son temps à comparer, on va toujours trouver du plus, du moins, quelque part. Vous avez tout à fait raison. Delphine, dans votre spécialité, Delphine Réau, je rappelle que vous êtes double médaillée olympique de tir. Oui. C'est un peu différent, parce que là, la comparaison... Alors, est-ce que d'abord on compare ? Est-ce qu'on vous dit, vous, c'est pas pareil ? Oui. Bien sûr, on compare. Mais bien sûr. Même en tir. Même en tir. Et quand j'ai débuté, il y a maintenant presque 30 ans, c'était... J'étais bébé. J'étais bébé, ouais. C'est ça. Ça se voit pas trop, les rides. Non, quand j'ai démarré, en fait, les hommes et les femmes, au tout début, tiraient le même nombre de plateaux. D'accord ? Et on était même mixtes. Enfin, c'est-à-dire que les compétitions, notamment les Jeux Olympiques, se tiraient en mixte. À partir de 2000, nous avons une autre catégorie. En revanche, on tirait moins de plateaux que les hommes. D'un seul coup, on n'avait plus la capacité d'encaisser le même nombre de plateaux que les hommes pour éviter la comparaison. Donc là, on est dans l'autre sens. Ça va même plus loin. C'était pour éviter qu'une femme gagne contre un homme. Parce qu'à Barcelone, en 92, dans une discipline qui s'appelle le ski olympique, une femme a battu tout le monde. C'est-à-dire qu'à l'époque où c'était mixte, une femme a osé battre les hommes. Quelle honte. Et ça, c'est pas bien passé. C'était une Chinoise. Et par la suite, du coup, ils nous ont créé notre catégorie. Alors, ils ont commencé par une autre discipline en 96, parce qu'il faut savoir qu'en 96, il n'y avait même plus de femmes. Enfin, mis à part dans une autre discipline qui s'appelle le double trap. Et puis ensuite, en 2000, ils ont créé notre catégorie, mais on tirait 50 plateaux. Vous avez été baladés, en quelque sorte. Voilà, on tirait 50 plateaux de moins que les hommes en qualification. Pas en finale, mais en qualification. Donc, juste pour dire, il y a la disparité, effectivement, au niveau sport féminin, mais au-delà de ça, ça en rajoute quand on compare aussi les sports individuels avec les sports co. Parce que là, toutes les références que vous avez données au tout début dans votre propos, on parlait de sport collectif. Vous avez raison. D'accord ? À part le tennis, effectivement, les sports individuels sont encore plus maltraités au niveau féminin que les sports collectifs. Alors, vous parliez de 92 avec cette victoire d'une femme sur une compétition mixte. Est-ce que vous connaissez Fallon Sherrock ? Non. Vous devriez, mesdames, connaître Fallon Sherrock. Parce que Fallon Sherrock a été la première femme à s'imposer lors d'un championnat du monde d'une discipline qui a une importance colossale dans les pays anglo-saxons, ce sont les fléchettes. Et en 2019, Fallon Sherrock a battu Ted Evans, et ça a été une révolution. Et ça a été très mal vécu. Parce que les fléchettes, je ne sais pas si vous regardez parfois les chaînes de télévision où on passe des sports un peu exotiques, la fléchette, c'est un sport mais qui a un impact considérable. Donc, Fallon Sherrock est une icône à retenir. À retenir, exactement. J'ai envie de vous dire, même en dehors du secteur sportif, à chaque fois qu'une femme, ça a été le cas pour les agrégations,
Avant, c'était mixte, elles le passaient ensemble. Et pour éviter, parce qu'on s'est aperçu que les femmes pouvaient arriver devant les hommes, pour éviter cela, on a fait 2 agrégations différentes. Bon, maintenant, c'est mixte à nouveau. Mais à chaque fois, pour vous dire, dans tous les secteurs de notre vie, à chaque fois qu'une femme a eu la possibilité d'arriver, sans qu'elle le fasse exprès, devant un homme, qu'elle soit classée devant un homme, en général, ça a posé des soucis. Alors, on va aussi parler des médias, puisque aujourd'hui, quand vous voyez les envoyés spéciales ES sur les terrains de guerre, vous avez beaucoup de femmes. Dans les présentatrices, vous avez beaucoup de femmes. Eh bien, dans le sport, on est toujours très en retard, puisque le taux de femmes journalistes ou chroniqueuses a progressé, certes, de 9 à 18%, mais en 2020, on n'était qu'à 18% de représentation féminine dans les médias sportifs. Et c'est quand même curieux. Alors que dans les médias, on peut dire qu'aujourd'hui, les femmes ont trouvé toute leur place. Vous parliez d'icône tout à l'heure. Une icône du ski français, Florence Masnada est avec nous. Florence, qu'est-ce que ça vous inspire, ce qu'on vient de se dire? Est-ce que vous avez ressenti ces choses-là, alors que vous aviez quand même aussi des prestigieuses aînées qui avaient montré la voie? Bon, je parle d'Isabelle Mir, des sœurs Guetschel, Annie Famos, enfin des championnes, on en a eu, Perrine Pellen. Enfin, il y a eu toute une époque avec beaucoup de femmes qui ont brillé dans le ski. Florence, vous, comment vous avez vécu le fait d'être une femme lorsque vous avez remporté vos 2 médailles olympiques en ski alpin? Bon, moi, je les ai bien vécues, mes médailles. Mais c'est vrai qu'au niveau de la reconnaissance, au niveau des contrats, on a toujours été largement en dessous des hommes, à peu près 30%. On parlait moins de nous, c'est clair. En fait, moi, ce que j'ai l'impression, c'est qu'une femme, une championne, pour qu'elle soit reconnue, il faut non seulement qu'elle gagne beaucoup, mais en plus qu'elle soit jolie, qu'elle fasse un peu, qu'elle fasse de belles photos, voilà. Gagner, être performante, ça ne suffit pas. Et peut-être même encore plus aujourd'hui, finalement, avec les réseaux sociaux, parce qu'on a même des non-sportives dont on parle qui sont plus populaires sans faire de performance. Donc ça interpelle quand même un petit peu. Et moi, pour l'anecdote, au jeu de Lillehammer en 94, l'année d'avant, la descente qu'on aurait dû faire, elle était, pour les Jeux Olympiques, elle était réservée pour les hommes. Elle dit « Ah mais non, mais ça va être difficile pour les femmes, etc. » Et on a dû protester, faire la grève l'année d'avant, de ne pas aller sur une piste super facile, pas du tout spectaculaire et qu'elle n'allait pas nous mettre en valeur. Et finalement, en 94, au jeu de Lillehammer, on a fait la même piste que les hommes, en partant un petit peu plus bas, mais ça, c'est pas très grave. Et on a bien réussi. Enfin, en tout cas, les championnes se sont parfaitement exprimées sur cette piste, donc elles savaient faire. Est-ce que vous avez remarqué, Florence, vous qui avez toujours un regard aiguisé sur le sport, vous avez remarqué une évolution depuis Lillehammer, justement, depuis cette époque? Est-ce que, alors dans le ski précisément peut-être, mais dans le sport en général? Oui, c'est sûr qu'il y a eu quand même des évolutions. Même vous le disiez tout à l'heure, au niveau des médias, il y a plus de femmes journalistes. On voit plus de femmes journalistes, de consultantes. Alors souvent, la différence, c'est que maintenant, on a des femmes... Enfin, par exemple, en hand, je sais que c'est différent, et au tennis aussi pour le coup, mais on a des consultantes qui commentent aussi bien garçons, les sports hommes, que les sports femmes. Alors que essentiellement, les garçons peuvent tout commenter. Par contre, dans la grande majorité des cas, les femmes commentent les femmes, quoi. On est toujours un peu comme ça, comme si on ne pouvait pas commenter les hommes. Donc ça évolue petit à petit. Il faut continuer à pousser des portes, à se faire entendre, et tant mieux. Mais tout à l'heure aussi, j'ai bien aimé l'analogie avec changer ses habitudes. C'est Béa qui disait ça tout à l'heure. Je crois qu'on est actuellement dans une société où, au niveau écologie, il faut qu'on change nos habitudes aussi. Vraiment. Il y a des habitudes qui sont ancrées sur l'utilisation des bouteilles en plastique, de la consommation. Eh bien, la consommation du sport et du sport féminin doit aussi changer. Et notre regard doit changer sur le sport féminin pour mieux l'apprécier. C'est une belle comparaison. Philippe Bodillon est avec nous. Philippe, vous êtes président du Racing Club de France. Moi, j'aimerais que vous m'expliquiez d'abord l'état des lieux que vous avez trouvé quand vous êtes arrivé à la présidence et comment est vécue l'évolution que vous poussez, à la fois dans les instances dirigeantes, à la fois dans les équipes de ce formidable club. Est-ce que vous pensez qu'on arrive vraiment à un moment où il faut y aller ? Moi, je suis assez d'accord. Enfin, je suis tout à fait d'accord qu'on est à un moment où il faut y aller. Mais pour revenir juste avant sur la place de la femme dans le sport, je pense que c'est aussi le sport, c'est le reflet de la société, et que malheureusement, on a encore pas mal de chemin à faire de manière générale sur la place de la femme dans la société. Moi, regardez les conseils d'administration du CAC 40. J'ai dirigé des entreprises. C'est pire dans le sport. Faire rentrer des femmes dans un comité exécutif, etc. C'est pas simple.
Moi, dans mon dernier job, j'ai laissé ma place après avoir fait une période de transition assez longue à une femme. Ce qui n'était jamais arrivé dans ce secteur. Donc, il y a une question de mentalité, puis il y a une question aussi de ténacité, en fait. Il faut tenir le coup. Donc, pour revenir sur le Racing, bon, le Racing, c'est un formidable club, et moi, j'ai donc été élu en fin d'année dernière, et l'équipe précédente, il n'y avait pas de femmes. Donc, je me suis mis à rechercher des femmes. Vous voyez que c'est pire que dans le CAC 40. Hein. Je me suis mis à rechercher des femmes. Et c'est pas si simple que ça, pour plein de raisons. Delphine, qui est ici, je l'ai vraiment fortement, je ne l'ai pas lâchée pour qu'elle accepte de venir. Et à la fin, elle a accepté, mais c'était pas si simple que ça, pour des raisons tout à fait, enfin, je dirais, tout à fait respectables, mais pas simples. Et je pense qu'il y a un frein. Au départ, il y a différents freins qui s'expriment pour qu'une femme prenne des positions importantes dans des clubs ou ailleurs. D'abord, il y a un frein psychologique, qui est que souvent la femme se pose plus de questions que l'homme sur sa capacité à faire. Et je trouve que ça, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet parce que ça n'a pas de sens. Mais en fait, très souvent, la femme se pose plus de questions que l'homme sur est-ce que je vais pouvoir tenir cette place. Est-ce que c'est la femme qui s'en pose trop ou l'homme qui ne s'en pose pas assez? Parce que quand on est face à un poste, il est logique de se poser la question de savoir si on est compétente ou pas. Non, mais je dis... Florence Mastada rigole beaucoup quand elle vous entend dire ça. Quand on est face à une fonction, ce que je peux dire, c'est que les hommes ne se posent pas de questions. Oui. On va se dire ça comme ça. C'est bien ça le problème. Mais la femme s'en pose beaucoup et ça crée des freins. Ça crée des freins pour des raisons tout à fait, d'ailleurs, pas forcément mauvaises. Hein. Parce qu'on l'a enfermée dans un rôle, parce que la femme fait beaucoup de choses par ailleurs. C'est un sujet très important. Qu'elle a énormément d'activités, entre guillemets, extra-professionnelles. On va rester neutre. Domestique, vous pouvez le dire. Oui, mais pas que ça. Pas que ça. Si elle veut s'engager sur des différents projets, sur je dirais des projets sociétaux, enfin, peu importe. Et quand la femme s'engage, elle s'engage. Voilà. Donc, c'est pas juste pour dire je vais y aller, puis après je verrai. Donc, je pense qu'il y a tout ce corpus qui est assez compliqué. Et donc, pour revenir au Racing, moi, j'avais pour objectif de faire un 50-50. C'est-à-dire 50% de femmes, 50% d'hommes. J'ai pas réussi. Mais j'ai quand même réussi à faire rentrer 6 femmes sur 15 personnes qui rentraient. Pas loin. Et je n'ai pas fini, on va continuer. Mais tout ça, ce n'est pas simplement pour dire qu'il y aura autant de femmes que d'hommes, ça n'a aucun sens. Mais je pense que sincèrement, la mixité crée de la valeur. Pour moi, c'est très important. On n'a pas du tout, je dirais, la même valeur s'il y a 100% d'hommes ou 50% d'hommes et 50% de femmes. Et je dirais que 100% de femmes, ce ne serait pas forcément non plus très bon. Bien sûr. Donc voilà, je pense qu'il y a cette mixité. Et cette mixité, il faut en fait la valoriser. Il faut redonner de la valeur à la place, je dirais, de l'homme et de la femme, si je puis dire, pour qu'ensemble, on puisse construire des choses qui passent, qui marchent, enfin, qui fonctionnent. Donc ça, c'est la partie, je dirais, managériale, encadrement, etc. Et très sincèrement, ça marche super bien. Enfin, c'est formidable. Vraiment, il y a des apports extraordinaires. Le projet Racing est en train de se déployer, enfin se créer. Et ça, c'est formidable. Et il y a un deuxième niveau, et là, je rejoins sur la partie plutôt pratique. Je pense qu'il faut reprendre les choses à la racine et qu'il faut faire le maximum pour faire pratiquer du sport aux jeunes filles. Ça, à mon avis, c'est absolument clé. Moi, je veux absolument créer des nouvelles sections qui commenceront par des sections féminines. Donc ça, c'est extrêmement important. Et là, je dirais que ça prend du temps, ça c'est sûr, mais c'est absolument essentiel parce que si on revient à ce que vous disiez, le sport, c'est un spectacle sportif dans les médias et en particulier à la télévision, c'est exact. Il faut faire en sorte que le spectacle sportif féminin progresse. Et il ne progressera que si on prend les choses dès le départ, c'est-à-dire en permettant de manière peut-être un peu plus précise, plus engagée, en permettant aux jeunes filles de faire du sport dans de très bonnes conditions. Moi, je pense que ça, c'est extrêmement important. Et là encore, il faut de la ténacité, il faut du temps. Donc malheureusement, le passer de 20% à 50% va prendre du temps. Mais il ne faut pas lâcher. Et de mon côté, je suis absolument contre le fait de dire qu'il faut absolument qu'il y ait autant de femmes que d'hommes. Parce que voilà, on ne peut pas y arriver nécessairement. Il faut que ce soit progressif et que petit à petit, on apporte la preuve que ça marche vachement mieux quand il y a une mixité. Alors, on a aujourd'hui une très forte augmentation de femmes. Alors, je ne sais pas dans vos clubs, hein,
mais notamment pour le basket, qui a connu une très importante hausse de licenciés, sans doute à cause des résultats, ou grâce aux résultats plutôt des féminines. Le rugby féminin aussi, avec cette équipe de France de rugby qui performe et qui est hyper spectaculaire, notamment dans le tournoi Destination. Aussi bien à 15 qu'à 7. Oui. Aussi bien, exactement. Est-ce que tout ça vous rend fondamentalement optimiste ? Arrêtez d'être manichéen comme ça. Pourquoi optimiste ou pessimiste? Je suis entre les deux. Il y a certains sujets sur lesquels vous avez le droit de me répondre que vous n'êtes ni optimiste ni pessimiste. Donc, ma question portait sur l'optimisme, parce que je vous ai donné des chiffres positifs, chère Béatrice. Oui, il y en a d'autres, des chiffres positifs, heureusement, mais je ne sais que trop que ces chiffres positifs peuvent dégringoler du jour au lendemain, selon certaines mesures sont prises ou non. Je sais que le revers de la médaille peut arriver très rapidement. On passe beaucoup plus de temps, et vous le savez, à construire qu'à déconstruire. Déconstruire, vous démolissez les choses très rapidement. Voilà. Donc c'est pour ça que je suis très prudente, et je le resterai jusqu'à la fin de ma vie très certainement, parce qu'il ne suffira pas encore des 20 années qui viennent pour que les choses soient installées durablement. La preuve, c'est qu'il y a une loi là, qui a été votée il y a quelques mois sur la démocratisation du sport. Il a fallu qu'on se batte. Pour que certains articles restent jusqu'à la fin, pour contraindre les organisations sportives à avoir un quota, de femmes au sein de leurs instances de direction. Donc je le dis, on parle des jeunes filles qui devraient pouvoir faire du sport au même titre qu'un petit garçon. Là aussi, il faut se battre au niveau des collectivités locales pour qu'il y ait des moyens en termes d'équipement sportif pour les uns et pour les autres. À l'école également. On se bat partout pour que les femmes et les petites filles aient les moyens. C'est pour ça que je ne peux pas être totalement optimiste. Je le suis, bien sûr, parce que si je n'étais pas optimiste, franchement, je ne ferais pas tout ce que je fais. Mais je suis toujours très vigilante, parce que je sais qu'on peut revenir en arrière très vite. Quand vous disiez, monsieur, ça n'a pas de sens de faire en sorte qu'il y ait autant de femmes que d'hommes. Ça n'a peut-être pas de sens sur le plan de la réalité, mais ça a un sens sur le plan symbolique, sur le plan symbolique, sur le plan politique, ça a du sens. Si on n'exige pas cette parité entre les hommes et les femmes, on n'obtiendra même pas 25 ou 30% des postes. Donc il vaut mieux se donner, et on le sait en sport quand on a été sportif de haut niveau, c'est comme ça qu'on avance, en donnant des objectifs un peu plus élevés, qu'on arrive au moins à atteindre ce que l'on souhaitait atteindre. Non, mais pour attirer les petites filles, soyons sérieux un moment. Dans quels équipements sportifs on les reçoit? Avec quels encadrements? Avec quel encadrement? Avec quel cadre technique? Les moins bons? Parce que c'est ça qui se passe. L'époque où on tirait au sort, ou à la Fédération française de judo pour savoir qui allait s'occuper des filles, elle n'est pas si lointaine que ça quand même. Hein. Donc c'est tout ça qu'il faut avoir en tête. C'est pour ça que le problème est extrêmement complexe et qu'il faut agir sur tous les tableaux. Donc il faut de la volonté politique, comme le monsieur en a. Et heureusement qu'on a des personnes comme vous, monsieur, qui agissaient dans ce sens-là. Mais si derrière, les infrastructures ne bougent pas, si derrière, les moyens financiers que l'on donne ne bougent pas, on pourra parler autant qu'on veut, on n'avancera pas ou on avancera 1% par 1%. Florence, vous avez remarqué, vous, un élan ou vous êtes un peu prudente, si j'ose dire, comme Béatrice Barbus? C'est vrai que c'est difficile. Enfin, moi, dans le ski, qui est un sport à risque, et notamment encore plus pour les femmes, parce que physiologiquement, on a les genoux qui, sur une carrière de sportive, de skieuse, on sait très bien qu'on va passer par la case plutôt hôpital dans une carrière au minimum une fois pour une rupture d'un ligament croisé. C'est aussi un sport qui coûte cher, et aujourd'hui, on le voit avec les résultats de haut niveau, mais pas seulement, au sport aussi dans les clubs, il y a beaucoup moins de jeunes filles, parce que les parents, à un moment, financièrement, quand ils doivent choisir, eh ben, ils vont plus mettre les moyens sur les garçons. Et puis c'est un cercle vicieux parce que on a une base moins large, on a moins de grandes championnes inspirantes. Et vous le disiez tout à l'heure, le succès du basket aux Jeux Olympiques, du hand et du rugby, amène plus de licenciés, plus de jeunes. Et en fait, c'est un cercle vicieux. Donc on a moins de base, on a moins de jeunes skieuses et il y a moins de moyens. Donc, et là aussi, Béatrice disait au niveau des entraîneurs, nous aussi, les entraîneurs à la Fédération française de ski, c'était encore des fois, enfin il y a encore moins que 10 ans, hein, c'était hier, quoi. Hier, qui veut venir entraîner les filles? À ce point-là. Mais oui, c'est ça notre réalité. Alors ça dépend peut-être aussi des sports. Hein. Je me permets juste d'intervenir sur ce point-là, en tout cas au sein de ma fédération. J'ai jamais eu le sentiment, on avait souvent un entraîneur qui entraînait à la fois les filles et les garçons, d'accord ? Mais bon, c'est aussi dû au fait qu'on était peut-être moins nombreux. Hein, Mais honnêtement, même au niveau des autres disciplines au sein de la Fédération française de tir, en tout cas, j'ai jamais eu ce sentiment-là. Et heureusement. Donc,
effectivement, ça existe, et il ne faut pas dire que ça n'existe pas, mais pas partout. C'est juste ça. Voilà. Donc ça, c'est aussi un point, je pense, positif. Effectivement, il faut rester vigilante, parce que c'est un combat de tous les jours. Et je suis complètement d'accord sur le fait qu'il faut vraiment amener le sport auprès des jeunes filles très tôt pour leur dire, vous aussi, en fait, il faut apporter de la confiance aux filles, parce que je pense que c'est ça dont elles ont besoin, et ça rejoint ce que disait Philippe. C'est vrai que nous, on se pose plus de questions, mais parce que quand on s'engage, on y va. Alors c'est vrai que quand on a d'autres choses à côté, d'autres engagements, on se dit, si c'est pour faire le truc à moitié, j'y vais pas. En fait, c'est ça. Moi, je parle en tant que femme, et par rapport à ma réflexion et par rapport à la proposition de Philippe, c'est vrai que je me suis posé 15 000 questions parce que j'ai beaucoup d'engagement, et notamment dans le monde sportif, parce que j'aime ce monde, parce que c'est lui qui m'a construite telle que je suis aujourd'hui, et je lui dis merci. Mais du coup, j'ai envie de dire, on a tellement apporté aux femmes par le biais du sport, allons-y, quoi. Et c'est vrai qu'il faut être optimiste, mais réaliste en même temps. Et il faut vraiment se battre, à mon avis, sur tous les fronts. Un mot sur votre expérience. Philippe Baudillon disait qu'il avait mis du temps à vous convaincre. Vous avez décidé d'y aller. Et comme on le disait tout à l'heure, quand vous y allez, c'est pas à moitié. Comment vous avez vécu ça, cette peut-être première expérience de dirigeant, de se retrouver Est-ce que vous avez senti, je crois qu'il n'y avait pas de femmes avant que vous arriviez, comment vous avez vécu tout cela dans le quotidien ? Alors, honnêtement, c'est une lueur d'espoir, vraiment, en me disant, parce que moi j'aime ce club, j'y suis depuis 93, donc j'y suis très attachée, je suis quelqu'un de très fidèle, et du coup j'avais jamais eu l'impression de pouvoir apporter ma pierre à l'édifice, et là Philippe nous a donné l'occasion, à toutes les femmes qui ont accepté de faire partie de cette belle expérience, et franchement, moi je l'ai vraiment pris comme un beau challenge, un de plus, un qui était différent de ma carrière sportive, mais voilà, je me suis dit, on va donner envie aux hommes et aux femmes de faire partie de cette belle aventure, de reconstruire notre Racing, parce qu'il en a besoin. Et voilà, c'était vraiment pour moi le renouveau. Et j'ai vraiment pas regretté d'y aller, parce que oui, on sait que c'est un chantier, mais bon, on va tous retrousser nos manches, on est nombreux. Et la mixité, je suis convaincue que nous sommes complémentaires, hommes et femmes. Et au sein de mon entreprise, parce que c'est vrai que j'ai aussi une activité professionnelle à côté, c'est bien compris. Je travaille dans un grand groupe qui a bien compris l'enjeu, qui fait progresser les femmes. Mais il y a toujours ce truc, et ça m'agace fortement, de se dire, est-ce qu'on la nomme parce qu'elle est compétente ou parce que c'est une femme ? Et ça, c'est insupportable. Oui. Et dans le sport, c'est la même chose. Oui, mais il faut balayer cette question. Pardon, moi je l'ai vécu dans ma vie précédente de manager, de patron d'une boîte média. J'ai nommé beaucoup de femmes présentatrices. On me posait la question, oui, mais c'est parce que non, c'est parce que c'est une femme. Aujourd'hui, vous les voyez partout d'ailleurs, et par bonheur, je suis très heureux. Mais je veux dire, il faut arrêter avec ça, quoi. On est d'accord. Il faut arrêter avec ça. Il y a eu des maladresses, je pense même à France Télévisions, où d'un seul coup, le mâle de 50 ans était systématiquement écarté. Mais je veux dire, il faut éviter les excès dans un sens ou dans l'autre. Mais aller dire qu'on nomme quelqu'un en présentation, en reportage, dans un conseil d'administration, parce que c'est une femme, je veux dire, il faut dépasser ça. On est d'accord. Je pense. Oui, mais ça reste subliminal. Ça reste ancré. Hein. Ouais. Ça reste subliminal. Moi, je pense que... vous êtes sociologue, vous connaissez assez bien. Mais moi, je pense qu'il y a vraiment une vraie question de société. Les choses évoluent. C'est pour ça que moi, je suis très optimiste. Alors, je vais casser la baraque. Je veux dire, je suis extrêmement optimiste parce que je pense que la société française est en train d'évoluer considérablement sous l'impact de différentes choses. Et que cette société française, elle va débloquer un certain nombre de choses qui pour l'instant, sont encore bloquées. Je sais que moi, je comprends que vous soyez un peu plus réticente, mais... C'est l'histoire des femmes qui me fait dire ça. Mais ce que je veux dire, c'est que les choses sont en train d'évoluer considérablement dans la mentalité et la culture. Et je pense que c'est ça qui est le plus long. Je ne dis pas que c'est fait, mais c'est en train d'arriver, c'est en train de se faire progressivement. Notre richesse, c'est la jeunesse. Toutes les entreprises sont maintenant, non seulement dans une prise de conscience, on repart sur la partie effectivement écologiste, etc., mais sur la place des femmes. Deuxièmement, sur la... Parce que la loi, elle y oblige. Oui, mais c'est très bien.
la rémunération des femmes. Mais une loi, ça se défait comme ça se fait. Mais non, on ne Non, mais reviendra après, pas en là, arrière. là, je vous suis pas, hein. Sincèrement, alors là, moi, je suis prêt. Je vous retrouve dans 20 ans et je suis prêt à vous parler d'une caisse de champagne. serais peut-être Ça pas ne là. reviendra pas en arrière. Mais peu importe. Ce que je veux dire, c'est que le schéma culturel est en train d'évoluer dans les forces qui bougent. Et les forces qui bougent, c'est les entreprises et c'est un certain nombre d'entités associatives, etc. Et je pense que la place de la femme va nécessairement évoluer du fait de ces évolutions qui sont extrêmement lourdes. Moi, je vois la stratégie des boîtes maintenant. On parlait avant d'environnement, ouais, on va en faire un petit peu, puis on sera. Non, maintenant, c'est au cœur de la stratégie des boîtes. Comme la place de la femme, ça devient une préoccupation fondamentale. Moi, dans la boîte précédente, on avait des obligations très, très claires sur ces questions-là. Et ça rentre dans le schéma de la boîte, quoi. Donc, je pense qu'on va voir, peut-être, j'espère qu'on sera encore vivant, un truc qui va casser un peu un certain nombre de dogmes et de schémas culturels qui font que la femme sera plus du tout considérée comme quelque chose d'un petit peu doit faire ses preuves. Voilà. Même si la femme est une formidable sportive, il faut en plus qu'elle soit jolie, Florence, qu'elle soit machin. très bien dit. Non, mais c'est ce que disait Florence. Et je pense que c'est ça le vrai problème. Moi, faut casser ces schémas-là. Et une fois qu'on aura cassé ces schémas-là, je pense qu'on aura à la fois le fric et à la fois ces questions qu'a soulevées Florence. Je pense qu'on aura fait un grand progrès. Je pense comme vous que l'on va vers le... Non, mais attendez, à une nuance près quand même, qui me semble très importante. Et il y a des exemples dans le monde de pays qui nous montrent que j'ai raison. Je pense comme vous qu'on va dans le bon sens et que si on continue, en effet, on va y arriver. Mais ce que je vous dis, c'est qu'il faudra être vigilant ad vitam aeternam parce que des exemples historiques, y compris contemporains, nous montrent bien comme par exemple sur le droit à l'avortement, que dans certains pays, on peut revenir en arrière, y compris dans le plus grand pays du monde, soi-disant, qui est les États-Unis. Je ne parle que de la France. Mais oui, mais la France n'est pas isolée comme ça. Non. Donc il y a aussi un mouvement, parce que ce mouvement social dont vous parlez, il n'est pas seulement franco-français. Vous parlez d'écologie, il est aussi mondial. On est tous au courant maintenant qu'on a 3 ans. Qu'on a 3 ans pour faire quelque chose. Oui. On le sait, c'est pas seulement valable pour la France. Pour la question des femmes, c'est exactement la même chose. On représente 50% de l'humanité. La condition de la femme en France est un peu meilleure qu'ailleurs, mais on voit bien que même dans des pays où elle s'est améliorée, parlons des États-Unis, on a bien vu que dans certains États, on revenait sur le droit à l'avortement. Donc ce que je veux dire concernant l'histoire du droit des femmes... C'est pas linéaire. Donc voilà, c'est tout. Voilà, c'est pour ça que je dis qu'il faut qu'on soit vigilante et vigilant. Parce que les choses je serai vigilant avec vous, si vous voulez bien. Voilà, ça me rassure. Vous acceptez le mâle blanc depuis 50 ans. J'accepte le mâle blanc depuis 50 ans, à partir du moment où lui, il accepte, et vous le faites, puisque vous avez cédé votre place à une femme volontairement. C'est ce qu'on appelle le désempowerment, et vous êtes peu nombreux à le faire. À partir du moment où vous savez que c'est un privilège. Bien, donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Voilà, il n'y a pas de souci. Lorsqu'on parle de sport, il y a toujours un chapeau là, qui s'appelle le football. Oui. C'est toujours celui qui est le plus diffusé, celui qui est... Ouais, c'est une réalité, là on n'y peut rien, c'est quasiment mondial, je dis bien quasiment, car il y a des pays qui quand même ils sont bien loin du football, ou qui ont des sports beaucoup plus populaires. Mais parlons, pour une grande partie de la Terre, le football. Ce qui se passe dans le football féminin aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas justement un bon marqueur ? Moi, je vous reconnais vraiment qu'il y a 15 ans, je n'aurais pas imaginé... que le Parc des Princes soit plein pour aller voir France-États-Unis, qu'aujourd'hui on parle, comme on parlait d'Eugénie Le Sommer, de Laure Boulot maintenant, qui est une consultante remarquée, des championnes maintenant, on en connaît. Quart finale du PSG en Ligue des Champions, on a eu 25 000 personnes quand même. Je veux dire, est-ce que ça va pas être un peu la locomotive ? Alors moi, je la combats parfois, cette locomotive, parce que je me dis que le football écrase tout. Mais pour le sport féminin, est-ce que ça ne peut pas être justement une opportunité ? Parce que ça montre que c'est possible, non ? Sans parler de ce qui se passe aux États-Unis, sous l'impulsion de l'une des joueuses qui est Meghan, qui est en train de dire, voilà, moi je vais être payée comme les hommes. Ce qui est absolument fondamental. Et si elle arrive, s'ils arrivent, enfin, je ne sais pas si elle va arriver, mais en tout cas le problème est posé sérieusement. Et je pense qu'il y a aussi cette égalité salariale ça doit s'appliquer au sport comme ailleurs. Elle y est arrivée parce que c'est là-bas, c'est la fédération américaine qui les paye à partir du moment où elles sont. Mais c'est quand même une évolution. C'est pas 2 entreprises différentes. Le problème en France, il est là, c'est que 2 clubs différents sont 2 entreprises différentes. Vous avez raison. Alors, locomotive ou pas ? Bref.
Ce sera un accélérateur. Moi, dans les chiffres que j'ai donnés dans mon livre de dernière parution, j'ai constaté que la Coupe du Monde, par exemple, très concrètement de football de 2019, a été un accélérateur. Ça n'a pas enclenché les choses, mais ça a en effet accéléré un certain nombre de choses. Mais il y a d'autres éléments aussi. C'est l'ensemble des performances de Clarissa Begegnou, de l'équipe de France de handball féminine, du basket. C'est un ensemble qui, à chaque fois, et là on revient à la médiatisation, à chaque fois que c'est médiatisé, Florence a eu raison de le dire tout à l'heure, il faut qu'elle soit plus performante pour être vraiment médiatisée. Je vous ai apporté ce petit schéma que je n'ai pas mis dans mon livre, mais que j'ai extrait de mon ordinateur. C'est pas un tweet que vous nous montrez comme ça, non? Ça va alors. Spécial clin d'œil, c'est pas un tweet, Non, s'il vous plaît. Ne me comparez pas, s'il vous plaît. C'est un tableau, je ne sais pas si vous le voyez. Vous voyez du bleu? On voit absolument rien, mais si vous ne bougez pas du tout, on va zoomer sur votre schéma. Donc je vais vous demander d'être totalement immobile pendant quelques secondes. Alors c'est l'évolution de la répartition des unes genrées de l'équipe selon le sexe. Depuis 2011. Jusqu'à en 10 ans. Les unes masculines sont en bleu. Là, il y a un souci. Et les unes féminines sont en orange. Et je crois qu'il n'y a pas vraiment de problème pour lire votre... C'est ce qu'on appelle l'invisibilisation des sportives, n'est-ce pas? En tout cas, c'est une belle lisibilité. Donc non, mais ça pose la question, c'est que comment voulez-vous attirer des jeunes filles, puisqu'on n'a pas envie de devenir ce qu'on ne voit jamais? Comment on peut développer un système économique, etc. derrière? Ce que je veux dire, moi je parle du Racing Club de France, qui est une structure autonome, enfin qui fait ce qu'elle doit faire, etc. Donc moi, l'objectif qu'on poursuit avec l'équipe qu'on a, c'est de structurer, de surstructurer l'offre féminine pour les jeunes filles plutôt que de la sous-structurer. C'est ça l'idée. Et on parlait des entraîneurs, il faudra de très bonne qualité. Tout ça, c'est un truc qui s'organise. C'est pas juste comme ça la génération spontanée. Donc en fait, il faut suraider, si je puis dire, surfavoriser ces jeunes filles, aller les chercher, etc., sans pour autant, je dirais, dévaloriser les jeunes garçons. Mais voilà, et je dis, par exemple, on va sûrement ouvrir des nouvelles sections et on commencera, comme je vous l'ai dit, par des sections féminines et on ira comme ça progressivement pour élargir notre offre sportive vers les jeunes filles. Et je pense que, franchement, là aussi, moi j'ai un schéma culturel qui est peut-être complètement idiot, mais c'est vrai que la jeune fille va moins facilement vers le sport que le jeune garçon. Donc, c'est comme l'offre sportive. Il faut amener le sport aux personnes et pas attendre que les personnes viennent au sport. Et c'est ça tout le sujet. Et c'est pareil pour les dirigeantes, c'est ce que vous avez fait? Bien sûr. Alors, petite expérience personnelle de Club d'Avignon de basket, dont je suis président. On a donc un bus qui se balade avec des paniers, on va dans les quartiers, et on a un nombre de filles curieuses qui viennent. Et là où on s'aperçoit que le sport a un rôle sociétal, mais moi, qui me trouble tellement il est énorme, c'est quand vous arrivez et que vous avez 15 petites filles qui sont là, et vous savez que le fait si elles font le pas pour aller jouer au basket ou faire du sport, c'est toute leur vie qui va être changée. Du rapport au voile, du rapport... C'est des grands frères dans la cité qui, si la fille devient sportive, va avoir une image un peu différente qui va peut-être lui permettre une certaine liberté. Le sport a un rôle fondamental. Et c'est là où l'école, ne joue pas du tout son rôle. Alors, on nous parle maintenant de 30 minutes par jour, c'est ça, à partir de... Ça vient de passer. D'activité physique, voilà. sport, d'activité physique. Activité physique. J'espère que ce n'est pas du sport électoral. Et moi, j'ai toujours pas compris... On attend les décrets d'application. J'ai toujours pas compris comment on faisait du sport pendant 30 minutes. C'est de l'activité physique, c'est pas du sport. C'est-à-dire que si on transpire et on n'a pas de douche après, on reste l'après-midi en cours de maths avec... Non, ça veut dire qu'il n'y a pas de compétition, ça veut dire que vous faites de l'activité physique et sportive pour vous sentir bien avant de démarrer. J'en sais rien quand est-ce qu'ils le feront. C'est au niveau de l'hygiène, ça se passe comment? On en revient toujours aux équipements. Non mais pardon, on se révolter de temps en temps. Non, mais là on en arrive à une autre question que vous rajoutez à la première, c'est la question de la place du sport dans la société française. C'est autre chose. Nous ne sommes pas un pays sportif, nous sommes un pays de culture artistique, littéraire, ce que vous voulez, de théâtre. Quand vous demandez de la France et vous demandez des gens célèbres, on va vous citer Victor Hugo, Balzac, Proust. C'est très très bien, je ne vais pas vous dire le contraire. Moi, quand vous prenez... je ne suis pas d'accord avec vous. Quand vous prenez un taxi à l'étranger, vous rentrez dans le taxi, on vous dit Zidane ou Mbappé, on ne vous dit pas Victor Hugo. Alors, on ne fréquente pas les mêmes gens. J'espère que vous ne fréquentez pas que des chauffeurs de taxi. Non, mais c'est toujours marrant quand on arrive dans un pays, les gens vous parlent des sportifs.
plus des sportifs que des sportifs d'ailleurs, ce qui nous ramène à notre sujet. On en revient à notre sujet. Mais la place du sport en France, elle est effectivement pas à la place qu'elle devrait être. Ça, c'est incontestable. On le sait, pour les femmes, le sport est un levier d'affranchissement et de libéralisation. On le sait, bien sûr, depuis. C'est d'ailleurs bien pour ça. Personnellement, je soupçonne parfois les hommes, justement, certains hommes en tout cas, de ne pas vouloir qu'on ne fasse trop de sport. Parce qu'on le voit bien avec les femmes que vous avez invitées, ne serait-ce que celles-ci, que celles qui font du sport de haut niveau, en général, elles n'ont pas leur langue dans la poche, elles savent se débrouiller en général. On fait une toute petite pause et on se retrouve pour une deuxième partie où on évoquera les Jeux de 2024, comment passer à côté. Je crois que ça fait 100 ans, c'est la première fois que les femmes seront à parité avec les hommes. C'est vraiment une victoire. Et puis on parlera de vos expériences personnelles, notamment comment vous avez débuté. Comment vous avez entamé vos carrières sportives en tant que femme? On se retrouve tout de suite. Deuxième partie des grandes questions du sport, consacrée aujourd'hui au sport féminin. On a parlé de son exposition médiatique, on a parlé du côté sociétal, de comment les femmes sont intégrées, si j'ose dire, enfin dans les comités de direction, dans la direction du sport, mais aussi dans la compétition. Elles sont reconnues aujourd'hui pour certains sports, elles ne seront pas assez dans d'autres. Et arrivent les Jeux de 2024. Il n'y a pas un sujet qu'on peut traiter sans évoquer ces Jeux de 2024. Alors on va quand même donner une chose factuelle. Il aura fallu un siècle pour la pleine reconnaissance du sport féminin, puisque c'est la première fois en 2024 qu'il y aura la parité entre les participantes et les participants. Plus d'un siècle, 130 ans exactement. Les Jeux ont commencé en 1896. 130 ans pour avoir la parité. Alors moi je parlais de l'époque moderne de 1824, mais c'est vrai que vous avez raison, c'est encore plus vieux que ça. Est-ce que c'est symbolique seulement? Est-ce que c'est un pas important? Oui, moi pour le coup, comme j'ai pratiqué mon sport pendant de longues années, j'ai vu l'évolution où effectivement au départ on partait avec des déséquilibres notoires et notamment dans la participation aux Jeux Olympiques, lorsque notre catégorie a été ouverte, c'était 2 hommes, 1 femme maximum par pays. La moitié, d'accord? Aujourd'hui, on a la parité et en plus on a des épreuves mixtes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on nous donne la possibilité d'avoir des équipes, 1 homme, 1 femme, et ça, voilà. Donc on voit bien quand même qu'en 30 ans, déjà juste en 30 ans, concernant mon sport, il y a eu une très belle évolution. Donc bien sûr que les Jeux de Paris 2024 vont le marquer de manière générale sur un ensemble de sports, ceux qui donc participent aux Jeux. Mais ça reste le côté positif des choses, mais restons toujours pareil sur... Une des plus belles émotions. Florence pourra nous le dire si elle est encore là, mais parce qu'elle doit le savoir mieux que moi, ça c'est une certitude. Il y a parité, mais pour certaines disciplines, il n'y a pas encore les mêmes catégories. Par exemple, en boxe, je sais qu'en 2024, il n'y aura pas encore autant de catégories que chez les garçons, si je ne m'abuse. Florence, c'est une colle. Elle le sait ou pas, Florence? Comme je sais qu'elle est impliquée. Non, honnêtement, ça, je ne sais pas. Je dirais que aussi, ce qui est bien, c'est qu'on parle de la parité. Puis il y a aussi les Paralympiques aussi, qui sont traités aussi à niveau plus ou moins égal. On en parle, voilà, c'est le même logo. Donc il y a une vraie évolution à ce niveau-là. Moi, après, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est qu'on en parle comme ça, mais je trouve qu'au niveau de l'évolution dans les clubs, de la motivation... Paris 2024, on en parle, mais sur le terrain, je ne trouve pas qu'il y ait une grosse évolution, qu'il y ait un engouement vraiment pour les jeunes sur les terrains. On a une équipe formidable en régie qui me dit qu'il y a 6 catégories féminines, 7 catégories masculines. Ah bah voilà, donc c'était à un de près. Donc ils ont augmenté, chez la boxe. Dans la boxe, c'est mieux. Ouais. Merci. Non, mais c'est une vraie, ça c'est positif, franchement. Moi, quand j'ai fait un mémoire sur la question du sport féminin au niveau en fin des années 80, donc j'avais fait une courbe pour voir à quel moment il y aurait justement ces 50-50 aux Jeux Olympiques. Et si le rythme d'évolution avait été le même que dans les années 70-80, on serait arrivé à la parité en 2050 à peu près. Donc là, on voit bien qu'on y est bien avant. Donc ça veut dire qu'on a accéléré, bien évidemment. Mais si on a accéléré, c'est parce qu'il y a tout un tas d'institutions, comme le CIO, dont il faut saluer quand même, en tout cas, sa volonté de féminiser le sport de très haut niveau, mais aussi de sportives qui ont poussé. Donc alors, ça, c'est une bonne chose. Pour faire de l'info, c'est quand même notre premier métier. On va vous dire, et toujours grâce à notre équipe en régie et chef d'édition, qui nous dit qu'il y a 6 et 7, mais en revanche, il y a 124 athlètes de chaque côté. C'est-à-dire qu'ils ont réparti. Ils ont réparti. Donc pour arriver à 50-50%, on est bien obligé d'avoir mis plus de femmes s'il y a moins de catégories. Oui.
Donc c'est bien qu'il y ait 50% de femmes, c'est très bien. Alors moi, il y a une chose qui me plaît beaucoup en tant que spécialiste du sport et amateur du sport, ce sont les compétitions mixtes. Je ne sais pas quelle a été votre plus grande émotion des derniers Jeux de Tokyo, mais la médaille de judo... Moi, je ne serais pas objective, hein. Excusez-moi, mais... Non, évidemment. Mais la médaille de judo, cette compétition mixte, c'est juste extraordinairement et spectaculaire. Et, en termes d'émotion, c'est énorme. C'est formidable. Oui, et quelque part, je pense qu'on était tous autour de la table présents à ces Jeux, que ce soit à distance ou pas, mais je pense qu'en termes d'émotion, ça décuple tout. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti personnellement, et j'ai trouvé ça vraiment extra, quoi. Et c'est vrai que, du coup, moi, là, j'ai quitté le monde du sport du haut niveau, mais aujourd'hui, donc moi, je l'ai quitté au moment où le sport mixte arrivait, enfin, où les catégories mixtes arrivaient. Et franchement, je crois que j'aurais voulu poursuivre un tout petit peu pour vibrer, parce que les échanges, pour le faire même sur un pas de tir entre l'homme et la femme, on est très différents, mais encore une fois, je le redis, c'est ce que j'ai déjà dit tout à l'heure, on se complète super bien. Franchement, on sent bien qu'il y a une osmose. En fait, il faut juste trouver le bon binôme. Hein, c'est toujours un respect pareil, mutuel, j'espère. Mais un respect mutuel, en tout cas, l'état d'esprit chez nous, c'est exactement celui-là. Et je pense sincèrement que cette mixité, ça va vraiment aider le sport féminin aussi à prendre vraiment sa place. En tout cas, ça va l'aider, ça va contribuer. Florence Masnada, les relations avec les garçons, lorsque vous couriez, lorsque vous étiez médaillée olympique, est-ce que ça se passait toujours comme un long fleuve tranquille ? Oui, franchement, honnêtement, il y avait un respect mutuel, parce que quand on est au départ d'une descente et qu'on va s'élancer avec des pointes à 130 km/h, voilà, on plaisante pas au départ, et on sait tous que pour y aller, il faut être bien préparé, il faut avoir du cœur. Donc rien que ce respect-là, on l'a acquis sur le terrain. Moi, pour rejoindre les filles, là, Delphine, j'aurais vraiment adoré faire aussi une épreuve mixte. Nous, on a une espèce de parallèle en ski alpin, mais alors c'est pas tout à fait ça encore. Et tout à l'heure aussi, vous parliez d'une épreuve mixte à Rio, mais n'oubliez pas qu'il y a eu les derniers Jeux, c'était à Pékin, et qu'il y a eu aussi une médaille en biathlon. Le biathlon, qui est un sport hyper populaire maintenant, et la première médaille, ça a été la médaille mixte en biathlon, et d'ailleurs les meilleurs athlètes participent à cette épreuve, parce qu'ils veulent cette médaille qui est vraiment reconnue, qui a été reconnue en l'espace de 2-3 ans. Hein. L'épreuve mixte, elle a tout de suite été acceptée par tout le monde. Ça, c'est aussi une bonne nouvelle. Qu'est-ce qui va se passer dans les années à venir ? Comment peut-on, sans être trop optimiste ou trop pessimiste, penser à 2050 ? Quelle va être la place du sport féminin ? Est-ce qu'on va aller de plus en plus vers ces épreuves mixtes ? Qu'est-ce qui peut se passer ? C'est plutôt à Béatrice que je vais m'adresser. Il y aura les deux. Il y a des épreuves mixtes qui vont se développer. Il y a des épreuves qui seront monogenrées, donc ou hommes ou que femmes. Il y aura les deux, et et on peut même envisager d'ici 2050 qu'il y ait y compris des épreuves mixtes, valides, non valides. Oui. Donc voilà, ce sont des choses qu'on peut tout à fait envisager pour l'avenir. Je pense que ça se fera, et chacun choisira en fonction de ses spécificités, de ses capacités aussi. Certains seront plus à même de faire du sport qu'avec des hommes, d'autres qu'avec des femmes, d'autres mixtes, donc avec des valides, non valides. Voilà, chacun choisira. Je pense qu'on va vers un avenir où on aura plus de liberté de choisir, mais les choses doivent se construire. Moi, je ne suis pas de celles qui considèrent que tout doit se faire en mixité. S'il y a des petites filles qui ont envie de jouer qu'avec des petites filles, qu'elles aillent jouer qu'avec des petites filles. S'il y a des garçons qui veulent jouer qu'avec des garçons, parce que c'est sympa aussi. Moi, pour avoir fait un sport collectif et donc de ne pas avoir été mélangé, c'est sympa aussi. On est une bande de copines, on s'éclate bien, comme des garçons sont une bande de copains. Voilà, il faut un tout pour faire un monde, et chacun choisira en fonction de ses desiderata. Moi, je pense que ce dont on parlait tout à l'heure sur 2024 est intéressant, c'est-à-dire qu'on va avoir une meilleure exposition du sport féminin pendant les Jeux Olympiques. Et je pense que cette notion d'exposition est absolument essentielle. C'est-à-dire qu'en fait, plus on verra des femmes en train de pratiquer tous les sports olympiques, plus il y aura, je dirais, cette
espèce de ce changement culturel. Moi, je reviens toujours là-dessus. Et je pense que cette évolution du CIO est extrêmement intéressante. C'est-à-dire que le CIO aussi se rend compte qu'il faut qu'il évolue parce que les sociétés évoluent, parce que voilà. Et donc, je trouve ça intéressant parce que le CIO n'a pas toujours été une organisation très innovante. Comme vous dites. On va le formuler comme ça. Et dès le départ, on va le formuler comme ça. Va être gentil. Et aujourd'hui, je trouve que... Une petite pensée d'ailleurs pour Alice Mia. Voilà. Mesdames. Oui. Bien sûr. Aujourd'hui, 1921. Voilà. Aujourd'hui, c'est vraiment une bonne évolution. Et sincèrement, je pense que le sport féminin, il faut le pousser le plus possible pour qu'il devienne spectaculaire dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'il attire les gens, il attire les hommes et les femmes. Et c'est vrai que qu'est-ce qui fait qu'on regarde maintenant le foot, le rugby, le handball féminin et voilà, c'est parce que c'est des sports intéressants. Le tennis féminin, il est moins intéressant aujourd'hui, mais à un moment, il était beaucoup plus intéressant que le tennis masculin. Bien sûr. Et pourquoi ? Mais parce qu'il y avait un spectacle exceptionnel. Donc je pense que c'est ça aussi qu'il faut voir. Et donc du coup, il faut aider les femmes à devenir des championnes. Et pour ça, il faut des championnes. Et pour qu'il y ait des championnes, il faut qu'il y ait ou l'école ou le club. Voilà. Et j'aimerais terminer. Et il faut qu'il y ait des moyens aussi audiovisuels parce qu'il faut un beau terrain, il faut des caméras partout autant. Que ce soit beau aussi. Si on met 3 caméras chez les filles et 12 chez les garçons... mais vous savez ça mieux que moi. Tout à fait raison. Mais ça fait partie du spectacle, on le sait. Tout à fait raison. C'est tout à fait juste. C'est pour ça que c'est pas seulement une question, il faut avoir la des mise en femmes et avant des du filles. sport féminin a souvent été dégradée par rapport au sport masculin. L'avantage du Racing, c'est qu'on a des infrastructures et qu'on peut... C'est peut-être pour ça que vous les avez pas forcément dans votre tête, vous, parce que vous en avez. On a ce qu'il faut. On a vraiment... Voilà. Mais au niveau national, c'est pas le cas, on le sait aujourd'hui. Vous parliez des premiers Jeux Olympiques. Le Racing a eu 140 ans hier. Oui. Bel anniversaire. Voilà. C'est vrai que c'est un jeune club plein Et après, il y a il y a aussi des choses à faire évoluer au niveau de la gouvernance, au niveau de l'arbitrage, au niveau des entraîneuses. Donc ça, là, on est dans du lourd. Et là, à mon avis, il faudra quelques décennies pour faire vraiment avancer les choses. On va terminer. Et je voudrais donner la parole à 30 secondes chacune, à Florence et à Delphine. Juste pour que vous me racontiez, vous, petite fille, qu'est-ce qui a fait, quel a été le déclic pour faire que vous avez été ensuite une athlète de haut niveau, Florence? Alors, écoute, moi j'ai commencé le ski tard à 8 ans, donc c'était pas évident. J'ai jamais dit quand j'étais petite, j'ai envie de devenir tel champion ou telle championne. Moi, c'est juste que j'ai adoré le ski. Voilà, donc j'ai commencé à gagner des petites courses régionales, départementales, régionales, et puis après je suis allée très vite en équipe de France, et puis et j'ai toujours aimé ça, et j'aime toujours ça. J'aime toujours le ski, donc c'est d'avant tout le plaisir du sport. Pas d'obstacle, pas de porte à enfoncer par rapport au fait que vous étiez une petite fille qui voulait faire du sport de haut niveau? Non, honnêtement, non. Mais juste la petite anecdote, c'est que mon papa était rugbyman, et que je pense à l'époque il n'y avait pas du rugby féminin. Mais sinon, je pense que j'aurais été attirée par le rugby féminin. On a perdu une rugby woman. Delphine, la même chose. Très bonne transition, Florence, parce que moi, c'est mon papa qui m'a initiée très tôt. Donc moi, pour le coup, pour le tir, c'était 9 ans, donc c'était assez jeune dans ma discipline. Et alors là, c'était vraiment, à l'époque, vraiment un milieu d'hommes. C'est-à-dire que là, la petite fille qui vient prendre un fusil pour tirer sur des assiettes qui volent, c'était pas courant. Mais mon père, en fait, alors lui, pour le coup, il était pro-féminin. Et il m'a dit, mais tu vas percer. Donc lui, il a été, avec ma mère, mais vraiment mon père a été un gros soutien. Et il m'a toujours dit, mais tu peux les battre. Qu'est-ce qui fait que tu pourrais pas les battre? Et c'est vrai que c'est ce qui m'a poussée vers le sport de haut niveau. Et mon père m'a surtout dit à l'époque, quand on commence quelque chose, on va jusqu'au bout. Donc si tu t'engages dans cette voie-là, je te suis. Par contre, tu lâches rien. Donc voilà. Donc moi, ça a été lui l'élément déterminant, le point de départ de cette histoire, quoi. Donc c'est un homme qui m'a aidée à devenir une femme sportive de haut niveau en tir. Merci Delphine. C'est souvent le cas dans les sports dits masculins pour les petites filles. C'est souvent un frère, un grand frère, un petit frère, un oncle, un père qui pousse. Je vais terminer en montrant le dernier ouvrage de Béatrice Barbus. Alors, ça s'appelle donc Du sexisme dans le sport. C'est une nouvelle édition, donc chez Anna Mosa, donc éditeur. Et c'est Béatrice Barbus qui était avec nous. Donc, on va avec de nouveaux chiffres, notamment sur la prise de parole pendant les réunions entre les hommes et les femmes dans le milieu sportif. Là, ça a été correct aujourd'hui.
Aujourd'hui, oui, nous étions en majorité en plus, donc ça va. Mais même comme nous sommes en majorité, bien souvent, nous n'avons pas... On pourrait juste rajouter un tout petit Bien point sûr. léger sur justement la gouvernance. Aujourd'hui, vous n'êtes pas... Voilà, Brigitte Henriquez a été élue présidente du Comité national olympique et Bien sportif sûr. français. C'est quand même une révolution pour oui. nous. Donc, on parlait de gouvernance. Donc voilà, j'ai envie de dire, ça commence, c'est en train de s'amorcer. Donc il faut que nous, les femmes, on ose y aller. Et il faut que vous, les hommes, vous nous y aidiez. Voilà. Et pour ça, il faut... Ce sera le mot de la fin. Parce qu'il y a une chose qui fait qu'on n'ose pas, c'est qu'on n'est pas maso. Et aller dans un environnement qui n'est pas sympathique avec nous, c'est compliqué aussi pour une femme. Donc... Ça va, vous êtes senti bien aujourd'hui? Ah ouais, non, mais là, Super. regardez, ça se voit, non, on est détendu et tout. On veut bien rester encore plus même. Merci en tout cas. Merci, à vous. soyez fidèles aux grandes questions du sport. 52 minutes, on a le temps de traiter les sujets. Il n'y a plus beaucoup d'endroits où c'est possible. Merci et à très vite.